Les élections présidentielles sont prévues à Madagascar courant 2013. A priori, selon les informations que nous avons, la date des élections n'est pas encore réellement fixée à notre connaissance. On regarde les difficultés qu'on rencontre avec les différentes institutions, avec le CENI par exemple, ou avec ne serait-ce que la liste définitive la liste électorale définitive, en plus des guerres intestinales qui existent au sein des différents partis. Pensez-vous que ces élections seront réellement justes et vraiment représentatives du vrai choix des électeurs? C'est toujours la question fondamentale. Une élection n'est pas tout simplement technique, mais à la fois psychologique et politique. À Madagascar, on a toujours repoussé les dates des élections. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a d'abord ce côté technique. Et tout dernièrement, par exemple, le ministre de l'Intérieur avait révélé qu'il existait plus de 800 000 électeurs qui ne sont pas inscrits dans la liste mère. Ça veut dire quoi? C'est presque le 1/10 du nombre des électeurs à Madagascar. Donc c'est un nombre qui est tout à fait raisonnable si on insiste à faire encore les élections, à tenir les élections toujours le 24 juillet. Donc comme j'avais dit tout à l'heure, l'élection n'est pas tout simplement technique, même si le Sénat avait déclaré que tout est déjà prêt techniquement et que aujourd'hui même, c'est dimanche, aujourd'hui, la liste des électeurs est arrêtée dans tous les Fouctans, dans toutes les collectivités de base. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'élection à Madagascar, même si on avait prôné le fait que Madagascar doit avancer rapidement vers les élections pour un retour éventuel vers la conditionnalité, on ne peut pas, vu la conjoncture, vu le contexte ne se prête pas à la réalisation de l'élection. Tout simplement parce qu'une élection demande d'abord une paix sociale et un apaisement politique. Si on prend par exemple la déclaration de l'un des protagonistes, en l'occurrence M. Rabalman avait dit on prend pas part à l'élection si on n'applique pas dans son intégralité la feuille de route. Donc c'est déjà une menace dans la mesure, une menace que je mets entre guillemets, politiquement parlant, dans la mesure où, du moment où un des protagonistes qui est vraiment partie prenante dans cette crise et dans la recherche de solutions de crise, ne prend pas part à l'élection qui est considérée comme le retour effectif vers l'ordre constitutionnel, ça veut dire que la crise existe et persiste bel et bien. Donc pour nous, le RPM c'est le parti Rassemblement pour Madagascar, dont je suis le président national. Pour nous, l'élection est vrai qu'il s'agit là c'est à base de l'élection qu'on revient dans l'ordre constitutionnel. Mais l'élection, comme nous avons dit toujours, et nous avons clamé toujours ça, c'est que l'élection n'est pas tout simplement technique, mais aussi politique et psychologique. On ne peut jamais avoir une élection transparente, crédible et acceptée par tous, dans un contexte qui est tout à fait houleux actuellement. Houleux dans la mesure où il n'y a pas d'apaisement politique, il n'y a pas de paix sociale à Madagascar. Donc je suis tout à fait pessimiste si pour la réalisation de cette élection au 24 juillet, le 24 juillet prochain. Donc pour moi, pour nous, les FM, l'élection doit être repoussée d'abord. Il faut d'abord un dialogue. Le dialogue entre les parties prenantes, entre tous les partis politiques malgaches, les acteurs politiques malgaches, non pas tout simplement l'affaire de résolution de crise n'est pas tout simplement l'affaire de 11 entités. C'était un nombre qui a été arbitrairement imposé par la communauté internationale, en l'occurrence la SADC. Donc pour nous, il faut d'abord un dialogue. Un dialogue, quel que soit le nom, il y a
déjà une jurisprudence à Madagascar, une jurisprudence, c'était en 1991-92. La résolution du prix se faisait sur les territoires nationaux et entre Malgaches, il n'y avait pas de différence internationale à l'époque. Donc pour nous, c'est, selon les expériences du passé, tout ce qui a été dialogué à l'extérieur ont tous capoté. Que ce soit à Dakar, Dakar 2, à Maputo, à Addis Abeba, etc., tout a capoté. Donc Madagascar a sa dimension culturelle, a son socle identitaire, ce qui veut dire que tout se règle à l'intérieur du pays même, et ça fait partie de notre culture. C'est entre nous, c'est entre les malgaches, entre les sages malgaches, entre les notables malgaches, entre tous les peuples, toutes les parties prenantes. La résolution des crises de Madagascar doit se faire sur le territoire national et entre malgaches, d'abord et avant tout. Merci. Vous disiez à juste titre que la paix sociale doit exister pour que les élections soient vraiment effectives et réelles. Jusqu'à présent, quand on parlait de paix sociale à Madagascar, on a plutôt l'impression, nous, de notre côté, du côté du peuple, qu'on parle souvent, on évoque souvent le FIAVAN, la réconciliation nationale. Et ça implique généralement une amnistie ou le pardon des fautes des anciens dirigeants qui ont été soit renversés, soit sortis du pouvoir. Par contre, on a l'impression de notre côté que cette réconciliation nationale ne concerne que les politiciens. Je veux dire par là, n'avez-vous pas l'impression, du moins pour nous le peuple, que cette réconciliation nationale n'est pas plutôt un prétexte pour amnistier à chaque fois les anciens dirigeants? Donc c'est ce qui est assez pernicieux dans le sens où on reste toujours dans ce thème cyclique, dans le sens où chaque dirigeant qui arrivera au pouvoir pourra se dire je peux faire ce que je veux et n'importe quoi, dans le sens où je sais qu'après, j'ai de fortes chances d'être amnistié ou pardonné par le peuple. Les politiciens ne confondent-ils pas réconciliation nationale et amnistie entre eux? Oui, je comprends votre question. La réconciliation nationale, c'est un long processus. Nous, il faut nous réconcilier avec nous-mêmes, avec notre histoire, avec notre environnement, Madagascar. Donc, ce que vous avez dit est vrai. Parce que les gens parlent, quand on parle de réconciliation nationale, c'est vrai ce que vous dites, c'est que les gens pensent automatiquement à l'amnistie. Mais ce sont deux choses différentes. C'est l'un qui entraîne l'autre. C'est pas un truc, un ensemble qui constitue un socle en soi. Donc la réconciliation nationale, c'est un processus. L'amnistie, c'est une fin en soi, je crois, en apparence. Mais l'amnistie n'est pas tout simplement une fin en soi en politique. C'est aussi un autre processus qui va entraîner un apaisement. L'amnistie, vous dites, c'est vrai ce que vous dites. Par exemple, le petit peuple qui a volé, par exemple, le poulet et tout de suite en tôle. Par contre, les politiciens qui ont fait des délits lors de leur mandat ont demandé toujours de l'amnistie. Par contre, dans la situation actuelle, on ne peut pas faire la différence entre les affaires vraiment pénales communes à tous les citoyens et les délits politiques. Pour la simple raison pourquoi? Parce que quand les pouvoirs, quand un homme arrive au pouvoir à Madagascar, il est devenu l'homme fort. C'est normal, ça a été toujours comme ça depuis Ratil. Ratil qui est monté au pouvoir par un certain coup d'État aussi. Par un problème, c'est par des problèmes politiques, par un sursaut des événements. C'est aussi comme le cas de Jean Pierre, c'est le cas de Ravalman, et c'est aussi le cas d'André Duel. Donc nous avons en face de nous tous ces crises cycliques qui ont placé au pouvoir des hommes dont la légalité ne relève, la légitimité ne relève que de mouvements de rue. Voilà, dans l'ensemble. Donc il est très difficile de faire la différence
avis, il faut tout simplement que l'un complète l'autre. Ou bien l'un doit être le prolongement de l'autre, tout simplement dans ce second terme. Parce que depuis l'indépendance, si on procède à un coup de regard dans notre passé depuis l'indépendance, il y avait de problèmes, il y avait que des crises dans l'ensemble. Les causes profondes, ça a analysé, on peut voir ça à travers notre réconciliation nationale, de vraiment identifier, diagnostiquer les mots qui ont engendré ces crises qui se sont succédées tout au long de notre histoire nationale depuis l'indépendance. Ce qu'il fallait faire maintenant, c'est savoir arrêter un jour. Peut-être que ça fait mal au petit peuple, mais il faut qu'on fasse ça d'abord. C'est pourquoi nous disons qu'il faut faire la différence entre réconciliation nationale et amnistie. Une amnistie n'est pas une affaire de décret, comme veut procéder André actuellement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'André était un protagoniste avec Ramalman. Et André qui est l'adversaire politique de Ramalman ne doit pas prendre une décision pour amnistier son adversaire. Donc c'est tout simplement l'amnistie est une négociation politique. C'est pourquoi nous insistons sur l'importance du dialogue. Il faut dialoguer d'abord. Et c'est à partir de là que les parties prenantes, c'est-à-dire tous les acteurs politiques malgaches, voient de très près qu'est-ce qu'il faut amnistier, qu'est-ce qu'il ne faut pas amnistier. Parce que si c'est le pouvoir en place de la transition qui va décréter l'amnistie, il va tout de suite ne pas amnistier ses adversaires politiques. Et c'est le cas actuellement, ce qui se passe actuellement. Tous ces militaires qui croupissent en tôle dans les prisons, ce sont surtout des adversaires politiques du régime de la transition. Donc maintenant, si nous insistons sur le dialogue, c'est justement pour mettre sur le tapis le problème, l'ensemble de problèmes depuis l'indépendance jusqu'à présent. Donc personne n'a raison, personne n'a tort. Donc il faut maintenant savoir mettre tout sur le tapis et bien discuter entre malgaches. C'est pourquoi nous insistons, je dis tout à l'heure, sur ce dialogue. La réconciliation nationale, comme j'avais dit aussi, c'est un long processus. Un long processus qui ne doit pas tout simplement contextuel, c'est-à-dire qui va résoudre tout simplement les problèmes actuels. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes entre mers et côtiers, il y avait des problèmes entre tribus, par exemple les Bétum Sargabar et les Bétum Sargabar, entre les Sakalam et les Tchimiers, entre le peuple du sud-est de Madagascar, il y a aussi des problèmes. Donc il y a tout un tas de problèmes qui s'entassent comme ça et qui forment des strates de problèmes dans notre passé. Des strates de problèmes dans notre passé et qui constituent actuellement des socles qui ne peut pas être positif en soi. Il faut qu'on arrive à résoudre tous ces problèmes-là à base de cette réconciliation nationale, comme j'avais dit tout à l'heure. Donc la réconciliation nationale, ça ne peut pas se faire en une année ou en 2 années. En une année ou en 2, il faut que ça soit, on remonte l'histoire. On remonte l'histoire nationale malgache, parce qu'il y a même jusqu'à présent, il y a toujours cette crise. Il y a toujours cette crise, il y a toujours un marquement de crise qui dort dans notre passé, dans notre subconscient, dans notre environnement. Donc il faut tout résoudre, tout ça. Donc, il faut des gens qui sont capables d'identifier tous les problèmes et d'analyser tous les problèmes et de voir ensemble, mettre sur les tapis tous ces problèmes et c'est aux politiciens de trouver les solutions adéquates pour qu'on avance maintenant vers la refondation. La refondation de la République parce qu'il nous faut une refondation.